Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être ici pour une autre conférence extraordinaire de notre cycle de conférences de la section de droit civil. Donc, je veux accueillir et remercier le professeur Samuel Dahan d'être aujourd'hui avec nous, professeur à l'Université de Queens et à l'Université Cornell, directeur du Conflict Analytics Lab. Avant de le présenter plus en détail, j'aimerais remercier le professeur Skolnick d'avoir eu cette initiative, d'avoir vraiment être la personne ressource pour organiser cette rencontre aujourd'hui. Je veux aussi remercier le professeur Martin Barito, qui est notre partenaire dans l'organisation de cette conférence aujourd'hui, et son centre de droit et technologie. Et dernière annonce, je profite à ceux à qui le thème intéresse pour vous dire que le professeur Aschner va donner un cours, offrir un cours à l'hiver, un cours bilingue sur l'analyse de données juridiques. Donc pour les étudiants à qui les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, pour qui c'est votre passion, allez voir ce qui se passe de ce côté. Donc, notre invité est professeur adjoint à l'Université de Queens et Cornell, comme je vous ai dit. Il est donc directeur du Conflict Analytics Lab, un consortium entre Queens, l'HEC et Columbia, qui est spécialisé dans l'application de la science des données à la résolution des conflits. Alors, ce lab très intéressant, il travaille sur la création d'un tribunal digital pour les petits litiges. Il s'agit d'une plateforme de résolution des différends en ligne, organisée en 3 étapes. Une étape de la négociation, la médiation et la judication. Donc, je vais laisser la parole au professeur Dahan qui va nous expliquer comment tout ça s'organise. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec un public intéressé dans l'application des technologies au droit, mais aussi un public qui s'intéresse d'un point de vue plus théorique et philosophique à ces questions. Donc comme ma chère collègue l'expliquait, il y a quelques années, avec l'université de Queens et HEC Columbia, nous avons monté ce laboratoire qui est dédié à l'application de la science des données, donc data science, à la résolution des conflits. Et j'aimerais en fait vous faire un petit échantillon, vous donner des différentes recherches sur lesquelles nous travaillons actuellement. Et ensuite, j'aimerais faire une approche plus microscopique d'une recherche en particulier, qui je pense sera intéressante parce qu'elle permettra en fait de jeter une nouvelle perspective, d'avoir une nouvelle perspective sur la qualité en fait des prédictions qu'on peut obtenir en utilisant des outils d'intelligence artificielle, mais aussi quelles sont les limites et quelles sont les applications dans des domaines connexes ou alors des domaines qui n'ont absolument rien à voir avec la question que je vais évoquer. Donc bon, ça c'est notre équipe. Donc c'est une équipe interdisciplinaire. On a un tiers de juristes, un tiers ingénieurs en informatique. Et un tiers de nos collègues sont spécialisés dans la science des données. Donc là, récemment, on a commencé à travailler sur un certain nombre de projets en droit de la concurrence, en droit de la consommation, surtout sur les plaintes des consommateurs à l'égard des entreprises, compagnies aériennes, entreprises dans le milieu hospitalier. On a également en fait ce projet de tribunal digital que j'évoquerai un peu plus en détail prochainement. On a un projet en droit des marques et un projet de tribunal digital. Donc, on a été, nous avons eu la chance d'obtenir un fonds de recherche donc, qui s'appelle le New Frontier Grant pour ce projet, en partenariat avec le ministère de la Justice de l'Ontario. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre en place une plateforme de règlement des différends. Donc jusque-là, c'est pas quelque chose de totalement révolutionnaire. Pour ceux qui sont familiers avec ces questions-là, donc c'est des outils qui ont été mis en place déjà dans les années 80, dans les années 90. La première plateforme de règlement des différends très connue, c'est la plateforme d'eBay. Et là, plus récemment, dans les années 2010,
il y a une forme de judiciarisation des plateformes des règlements des différends, notamment avec la création du CRT, le Civil Resolution Tribunal, dont vous avez peut-être entendu parler dans la province de Colombie-Britannique. Plus récemment, nos collègues de l'Université de Montréal de cyberjustice ont mis en place un outil qui fonctionne aussi très bien, une plateforme de règlement des différends pour le règlement des conflits dans le cadre des condominiums. Donc l'idée, en fait, c'est un système qui s'organise en 4 étapes. Une phase de triage, une phase de négociation, une phase de médiation et une phase d'adjudication. Donc là, en fait, la question aussi pour nous dans cette recherche, c'est quelle est notre innovation? Donc l'innovation, elle porte sur 3 volets. Le premier aspect, c'est la partie sur l'information juridique. Donc comment, en fait, on peut utiliser le machine learning, le deep learning pour favoriser l'information juridique avant le démarrage de la procédure. En fait, pour permettre aux justiciables de leur donner les outils pour être conscients de leur pouvoir à la table de la négociation, parce qu'ensuite, il y a une négociation. Donc, surtout dans les questions de petits litiges, questions de droit du travail, on fait face à des justiciables qui ont non seulement un accès à la justice très limité, mais un accès à l'aide juridique aussi très limité. Donc, l'idée, en fait, c'est leur donner une espèce de baseline, en fait, un point d'ancrage pour eux pour pouvoir négocier. La base d'une négociation optimale, c'est d'avoir des valeurs objectives. Donc là, en fait, l'idée, c'est de leur donner, voilà, vous avez été licencié, à quoi vous pouvez prétendre. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont être, ça va être une négociation réussie, mais au moins, on leur donne des valeurs objectives. Donc le deuxième aspect, c'est d'utiliser de nouvelles techniques, notamment des techniques de ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, mais aussi on essaye de mettre en place un nouvel outil de deep learning. Je reviendrai un petit peu en détail sur cette question. Et la dernière innovation, c'est de mettre en place un système de négociation assistée. Parce qu'on part du principe que le droit, c'est une variable importante, mais c'est seulement une des variables pour aboutir à une négociation optimale. Donc là, rapidement, en fait, là, on a abouti on a mis en place un prototype en matière de calcul du préavis. Par exemple, là, donc on a l'utilisateur insère ses données, la durée de l'emploi, son âge, le type de l'emploi, est-ce qu'il est manager, est-ce qu'il a un poste non managérial, son employabilité. Donc les travaillistes dans la salle reconnaîtront ce qu'on appelle les critères Bardal. Et là, on a ajouté aussi un aspect textuel dans lequel l'utilisateur peut décrire sa situation. Et là, la machine est capable en fait de retenir certains éléments pour augmenter le niveau de précision de la prévision. Donc là, au résultat, la machine produit une forme de prédiction. Voilà, à peu près, là, dans ce cas-là, l'employé peut prétendre à une période de préavis d'environ 10 mois et avec une fluctuation de plus ou moins de 2,85 mois. Donc là, en fait, ceux qui connaissent bien la question du calcul du préavis, c'est évidemment une question. Il y a énormément d'outils sur le marché qui existent sur ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait, qu'on s'est intéressé à cette question, justement pour vérifier si on était capable soit de faire mieux, ou est-ce que c'était des entreprises qui prétendaient obtenir des résultats qui n'étaient pas proches de la réalité. Et aussi, la deuxième raison, c'est que cette plateforme, elle sera en libre accès, donc elle rentre totalement dans l'idée du projet. Donc là aussi, on essaie de mettre en place un système de détermination du statut des travailleurs. Pareil, ceux qui connaissent bien cette question-là, on a découpé les arrêts en fonction des critères jurisprudentiels pour déterminer le statut de l'employé, du travailleur. Donc, est-ce que l'employé, est-ce qu'il y a un certain niveau de contrôle de l'employé, un niveau de subordination? Est-ce que l'employé est propriétaire de ses outils de travail? Est-ce qu'il peut prétendre à un profit? Est-ce qu'il est exposé au risque? Est-ce qu'il est intégré dans l'entreprise? Donc ça, c'est des éléments qui nous permettent en fait d'obtenir une prédiction sur le statut du travailleur. Et évidemment, c'est des éléments extrêmement importants parce que c'est des notions de droit du travail qui ne vous intéressent peut-être pas, mais c'est important de savoir que c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour le justiciable moyen. Énormément d'employés sont dans cette situation où on leur dit vous êtes un contracteur,
on vous donne un contrat, donc vous êtes un travailleur indépendant et ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis, ils ne peuvent pas prétendre au droit minimum d'un employé classique. Donc ça veut dire salaire minimum, etc. Donc c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour l'employé. Donc là, on s'est aventuré également sur des questions un petit peu plus fun d'un point de vue intelligence artificielle, donc sur la question de droit des marques. D'ailleurs, certains collègues ici, notamment Florian, participent à ce projet. On essaye d'utiliser en fait des outils de computer vision pour mettre en place un système d'évaluation de similarité des marques. Donc là, par exemple, on a deux marques et la machine est capable de produire un indice de similarité. Donc là, c'est évidemment que le volet similarité visuelle. Après, il y a la partie textuelle et là, il va falloir en fait aussi faire ce qu'on appelle du text analytics sur le texte des arrêts, soit de la Cour européenne de justice, soit les arrêts de la Cour des juridictions canadiennes, pour déterminer en fait comment les juges comprennent la notion de risque de confusion. Donc là, je vais faire un petit éventail des recherches sur lesquelles notre labo travaille. Maintenant, j'aimerais en fait faire une approche un peu plus microscopique sur une question en particulier, c'est la question du préavis. Comme j'ai expliqué précédemment, une des techniques qui s'avère être assez productive en machine learning, c'est de mettre en place un système d'annotation des jurisprudences. Et généralement, on utilise les critères qui sont les plus importants pour déterminer, dans le cas d'espèce, la période de préavis. Donc là, ici, on a choisi le caractère de l'emploi, la durée, l'âge, l'employabilité. On a pris en plus un certain nombre de variables, notamment la province, le genre. Mais là, on s'est concentré principalement sur les 4 variables principales qui sont évoquées dans la jurisprudence canadienne comme étant les variables les plus importantes qui doivent être prises en considération par le juge du fond pour déterminer le préavis d'un employé qui viendrait être licencié. Et donc là, on a trouvé des éléments intéressants, donc des éléments qui ne font que confirmer en fait ce que les praticiens ont toujours su depuis un moment. Et on a trouvé aussi des éléments qui étaient quand même assez intéressants. Donc là, notamment, on a mis en place un système de détermination des corrélations entre les variables. Et on a trouvé un élément assez important, c'est que, qui a été connu des praticiens depuis toujours, c'est qu'il y a une forte corrélation importante entre la durée de l'emploi et le résultat. Okay. Donc ça, rien de nouveau. Mais après, par contre, ce qu'on a trouvé qui était important, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre toutes les variables. Ce qui rend en fait le calcul précis du préavis très délicat, parce que toutes les variables en fait sont imbriquées les unes aux autres, et c'est très délicat. Donc souvent, ce qui veut dire que quand un employé est plus âgé, ça veut souvent dire qu'il est peut-être aussi, il a travaillé pendant une longue période, ça veut dire aussi qu'il a un peu plus d'expérience. Donc on rentre en fait dans une dynamique d'évaluation totalement globale, et on ne peut pas en fait séparer les variables de manière totalement statistique. Donc là en fait c'est là aussi où, c'est là où l'intelligence artificielle peut jouer un rôle intéressant. Et là, il y a aussi une règle qui est intéressante, qui est évoquée dans tous les ouvrages de droit du travail, et c'est ce qu'on appelle la rule of thumb. C'est que la durée de l'emploi, c'est la variable la plus importante, et il y a une forme de règle mathématique qui est la suivante. Un employé qui a travaillé, on compte 1 mois de préavis par année de service. Ce qui veut dire que vous avez travaillé pendant 10 ans, vous avez environ à peu près une dizaine de mois de préavis, mais après le juge ajuste la variable en fonction des autres variables. Il s'avère que avec une régression très simple, donc là on est en train de parler d'un outil vraiment très basique, le résultat, la prédiction explique, la variable de la durée explique à 75% de résultat. Donc ça veut dire que basé sur une seule variable, on est capable de prédire la durée du préavis avec une précision de l'ordre de 75%, ce qui est quand même assez incroyable avec une seule variable. Alors que le texte de la jurisprudence dit que toutes les variables doivent être prises en compte. C'est un système d'évaluation globale. Donc là, il y a
il y a quand même un petit souci au niveau de la jurisprudence. Enfin, le texte de la jurisprudence, ce n'est pas ce que la jurisprudence de la Cour suprême dit. Donc maintenant, la question s'est posée, on s'est dit, bon, ça c'est aussi quelque chose, c'est un élément qui est quand même reconnu des praticiens, c'est qu'on prend d'abord la durée du préavis, la durée de l'emploi, on balance une première valeur et après on ajuste. Maintenant, la question c'est est-ce que, grâce à des outils d'intelligence artificielle, on est capable de tomber sur la valeur exacte, vraiment, de faire un ajustement, de comprendre en fait quel va être l'ajustement du juge. Donc là, d'abord, on a fait un système on a mis en place un système de calcul. On a essayé de quantifier la valeur de chaque variable. Donc là, voilà, ici, si vous pouvez voir que la durée de l'emploi, c'est la valeur la plus importante. On a réalisé quand même qu'il y a d'autres variables qui jouent un rôle, une influence importante sur la décision du juge. C'est l'âge et l'expérience de l'employé. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut quantifier ces variables et est-ce qu'on peut quantifier la façon dont ces variables influencent la décision du juge? Donc là, la première variable intéressante sur le caractère de l'employé, sur le caractère de l'emploi, est-ce que l'employé a une position, c'est un employé managérial ou non managérial? Donc là, on a trouvé un résultat qui est quand même assez intéressant. C'est que de manière globale, en moyenne, un employé managérial obtient quasi systématiquement entre 1,8 et 2 mois supplémentaires qu'un employé non managérial. C'est quand même une règle assez mathématique, donc il y a un effet cumulatif basé simplement sur le caractère de l'emploi. Maintenant, si on regarde les autres variables, donc la qualification de l'employé, donc là, les données sont absolument totalement éparpillées. Donc, quasiment aucun impact. Il y a une vieille règle aussi qui est ressortie dans une recherche des années 2010 qui mettait en avant le principe suivant, qui disait que les employés âgés de plus de 50 ans sont censés obtenir 3 mois additionnels de préavis. Donc là, la règle de principe, c'est dans la jurisprudence, on part du principe que, et ça c'est des principes aussi des économies du travail de base, bon, c'est peut-être un peu plus dur pour un employé plus âgé de trouver du travail. Donc la logique fait qu'on doit l'aider à se réinsérer sur le marché du travail, donc on donne une période de préavis un peu plus longue. Ce qui semble assez... Il y a un débat sur cette question, ce n'est pas nécessairement évident, parce qu'on peut aussi dire que les jeunes employés ont aussi du mal à s'insérer sur le marché du travail, mais ça c'est un autre débat. Mais certaines recherches statistiques ont montré qu'on pouvait obtenir qu'un employé plus âgé de plus de 50 ans obtenait systématiquement une période de préavis additionnelle de 3 mois. Donc là, on a regardé dans les données, on a la totalité du dataset, donc la totalité des jugements, on n'a pas pu retrouver ce résultat. Maintenant, sur la question de l'employabilité de l'employé, impossible de retrouver une forme de schéma, une forme de pattern, rien ne ressort des données. Donc là, maintenant, c'est une question intéressante, c'est que grâce à ces outils, bon là, c'est vraiment purement statistique, ce que je vous ai donné, mais on s'est basé en fait sur la capacité de notre algorithme à prédire le résultat, la période de préavis. Donc là maintenant c'est une question que j'aimerais d'ailleurs évoquer soit maintenant ou soit plus tard pendant la période sur la phase de questions-réponses, c'est sur la question de la cohérence de la jurisprudence. Ce qui a été intéressant qui est ressorti de cette recherche, c'est qu'il y a certaines différences aussi en fonction des provinces. Par exemple, on a ressorti qu'en Alberta, dans les 5-10 dernières années, les juges avaient tendance à être plus généreux sur la période de préavis sur des situations équivalentes à ce qu'on retrouvait en Ontario. Ça peut être expliqué, par exemple, à la période de crise économique auquel l'Alberta fait face. Maintenant, après, bon, c'est des questions qui sont à évoquer avec des pincettes. On n'a pas trouvé, par ce qui est intéressant, on n'a pas trouvé de différence importante entre les préavis obtenus entre les femmes et les hommes, mais il y a quand même un élément important, c'est que le dataset est seulement constitué de 30% d'affaires concernant des femmes. Donc déjà, il y a aussi une recherche qui peut être intéressante à évoquer. Pourquoi le dataset concerne moins de situations liées à des licenciements de femmes? Bon, après, c'est peut-être parce que le dataset commence dans les années 60 et que le marché du travail
il y avait moins de femmes sur le marché du travail, ou peut-être qu'elles ont moins tendance à aller au contentieux. Ça, c'est une recherche, enfin, c'est une question de recherche totalement différente. Maintenant, la question sur la question de l'incohérence de la jurisprudence. Donc là, on a trouvé à peu près une centaine de ce qu'on appelle les outliers, donc des affaires qui dévient totalement de la norme statistique. On a décidé que la norme statistique, on a mis la barre à 4 mois. On a considéré que si la machine faisait une erreur au-deçà de 4 mois, on a considéré ça comme un outlier. 4 mois, c'est quand même assez important, c'est 4 mois de salaire, donc ce n'est pas négligeable pour un employé. Donc maintenant, la question vraiment intéressante auquel je vous invite à réfléchir, c'est est-ce que la question du calcul du préavis au Canada, elle signale un niveau d'incohérence acceptable ou inacceptable? Mon opinion, et après, je ne sais pas si vous la partagez, c'est pour moi, 8% de l'outlier, c'est quand même totalement acceptable. Enfin, ça ne signale pas ce qu'on appelle un système de jackpot justice. Maintenant, il y a une deuxième question, c'est que nos résultats, nos prédictions, en prenant en considération toutes les variables, on a essayé différentes méthodes, neural networks, régression, decision tree. On n'a pas essayé du deep learning, mais je vous expliquerai après pourquoi. On a quand même un niveau de précision qui n'est pas incroyable. On n'a pas dépassé le 75-78% de précision. Maintenant, la question, c'est quand même... Bon, la question importante à se poser, c'est est-ce que c'est un niveau de prévisibilité suffisant, acceptable, ou est-ce qu'on voudrait atteindre des niveaux de prévisibilité de l'ordre de 90%? Je pense que c'est... La question du calcul du préavis, c'est une question qui semble pour moi suffisamment prévisible. C'est-à-dire qu'on est capable de prévoir une fourchette. C'est plus difficile d'obtenir une valeur exacte. Et peut-être que c'est un élément, ça signale un élément important inhérent à la jurisprudence canadienne ou à la jurisprudence même européenne qui montre qu'on doit on doit laisser une certaine flexibilité au juge. Donc là, la question de la cohérence, si on était sur des résultats de l'ordre de 60, 65%, peut-être voire 55%, on pourrait se poser la question, il y a un problème de sécurité juridique. Parce que la base d'un système, judiciaire de qualité, c'est qu'on soit tous traités de manière égale devant la justice. Donc là, on est dans une situation où une prédiction de l'ordre de précision de l'ordre de 80%, ça reste pour moi totalement acceptable. Mais c'est une question à débattre plus tard. Maintenant, là, par contre, la conclusion importante, c'est que il y a un léger problème dans la formulation du texte de la jurisprudence et c'est un des paragraphes les plus cités de la jurisprudence canadienne, qui est de dire on prend en considération un système d'évaluation globale, alors qu'en réalité, il y a une seule variable qui constitue le facteur principal de détermination du préavis au Canada. Donc maintenant, la question, alors, ce résultat nous amène à une seconde question, c'est est-ce qu'on est capable d'améliorer ces résultats? Donc là, on a mis en place d'autres outils, on a essayé d'utiliser des outils de Natural Language Processing, et on a amélioré notre modèle grâce à la totalité du texte des arrêts. Là, jusque-là, on s'était limité seulement aux variables, ce qu'on appelle les variables Bardal, donc les variables et critères jurisprudentiels. Là, on a réussi à améliorer nos résultats d'environ 6 à 7%. Donc là, on est proche des 80%, c'est quand même intéressant. Deuxième outil, on essaye de mettre en place un système de deep learning. Le deep learning, c'est un outil qui nécessite énormément de données. Et là, on n'a que 1400 jugements, ce qui est vraiment très limité pour utiliser un outil de deep learning. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser BERT. BERT, c'est le système de Natural Language Processing de Google, qui est aujourd'hui le système de NLP le plus puissant au monde. Et on essaye de reproduire en fait cette méthode avec des outils, avec des textes juridiques. Donc on a collecté un nombre assez considérable de textes juridiques et aussi de textes de négociation pour entraîner le modèle à comprendre le vocabulaire juridique, à comprendre les éléments juridiques de base. Ce que Google a fait avec la langue anglaise. La force de BERT, c'est que c'est un système qui comprend, qui a une connaissance de la langue anglaise assez basique.
Là, l'idée, en fait, on n'a pas de résultat encore et c'est un état totalement primitif de la recherche. Mais l'idée, c'est essayer de vérifier si on est capable d'augmenter en fait notre pouvoir prédictif en entraînant notre modèle à comprendre le vocabulaire juridique de base. Le troisième problème que je vois avec cette recherche, en fait, c'est la qualité du dataset. Le problème, c'est que faire des prédictions seulement basées sur des données juridiques, c'est problématique. Surtout dans un problème, sur une question comme le droit du travail, qui est principalement résolue par la voie de la négociation. Donc l'idée, en fait, je pense qu'une des voies principales en fait, pour améliorer nos résultats, ce serait d'avoir accès à des données de négociation auxquelles on n'a pas accès. Et d'où l'idée en fait, de monter un tribunal digital. Grâce à un tribunal digital, les utilisateurs négocieraient en ligne et grâce à ça, ça nous permettrait d'améliorer nos résultats en comprenant de manière plus précise qu'est-ce qu'un résultat optimal, mais pas nécessairement basé sur la donnée juridique et sur la prédiction juridique. Parce que la prédiction juridique, elle peut marcher, c'est une valeur objective comme une autre, mais ça veut pas, c'est un point d'ancrage, mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'utilisateur, l'employé, va être capable de prendre en considération cette donnée, surtout s'il est dans une dynamique vindicative. Il y a évidemment une difficulté à prendre en considération les données de négociation. On travaille avec plusieurs cabinets d'avocats spécialisés en droit du travail pour essayer de monter un consortium de cabinets d'avocats qui seraient intéressés à partager leurs accords de négociation et de médiation en droit du travail. Il y a évidemment la question de l'anonymisation des données, la question aussi du caractère un peu des fois anecdotique des négociations. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut vraiment en tirer des leçons de ces données? Maintenant, le problème, c'est ça, c'est totalement spéculatif, ce que je suis en train de vous dire. Il va falloir regarder les données en fait pour pouvoir en tirer des conclusions. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre la salle à des questions. Je vais intervenir. Évidemment, je suis professeur en droit du travail. Ça m'intéresse au plus haut point. Évidemment, je reviens sur votre statistique là, quant à la durée comme étant une valeur prédominante, je peux dire, ou prépondérante. Vous savez, au Québec, et je comprends que votre étude là, porte principalement sur les autres provinces, au Québec, déjà, la loi sur les normes du travail, l'article 82, c'est le critère. En matière de droit commun, si on peut dire, en matière de normes minimales du travail de l'ordre public, le législateur a choisi cette seule donnée en disant vous avez X années de service continu dans un même emploi. Alors, évidemment, on peut comprendre que par ailleurs, pour arriver à cela, il a fallu nécessairement, parce que c'est une adoption de loi qui a été adoptée en 1979, déjà on tenait compte d'un cumul jurisprudentiel où on pouvait, peut-être, évidemment, sûrement pas avec les outils que vous utilisez maintenant, être en mesure de voir que c'était une donnée fondamentale. Par ailleurs, évidemment, j'enseigne cette matière-là cet après-midi et vous savez, j'ai de la jurisprudence, malheureusement, je ne suis pas capable de l'atteindre, mais je pourrais vous donner des exemples, et encore québécois, où des gens qui ont 30 ans ou moins de 30 ans, qui ont 2 ou 3 ans de service continu, vont se retrouver avec des préavis bien au-delà de ce qui est prévu. Et vous l'avez dit, tout simplement parce que si effectivement l'accent était mis que sur la durée, ils auraient droit à 1 an ou 2, ou 1 mois ou 2, mais on va tenir compte, là, effectivement, de leur expertise. Là, on va tenir compte des conditions dans lesquelles, par ailleurs, on les a embauchés ou débauchés. Vous savez, qui peuvent être effectivement des situations qui expliquent la difficulté par la suite. Et ça aussi, ça explique, hein, on sait une partie du critère, la difficulté de se retrouver un emploi équivalent, parce que c'est le mot-clé hein, que nous, en tout cas, on utilise au Québec en jurisprudence. Il ne s'agit pas de trouver un emploi, comme on dit aux étudiants. Les emplois, il y en a à toutes les portes présentement. Allez ici au Centre Rideau, vous allez voir qu'il n'y a pas un magasin qui ne demande pas des employés, mais pour un cadre, etc., je pense qu'effectivement, c'est important. Le deuxième volet que je dirais qui est intéressant de votre affaire, évidemment dans votre démonstration, mais qui doit être toujours tenu compte, c'est le volet, si on peut dire, purement subjectif. Évidemment, vous dites, est-ce qu'il est à le 8 moi je suis d'accord avec vous, ça ne dénote pas une discordance totale, mais il ne faut pas négliger effectivement que les affaires entendues, l'ordinateur n'y est pas, et même la lecture de la jurisprudence ne permet pas quelquefois de comprendre effectivement
vous savez, ce que le juge ou la juge va avoir entendu. Hein? Des situations qui sont, vous savez, qui peuvent mener le tribunal parce que l'homme et la femme qui est le juge, effectivement, va tenir compte que là, il y a eu exagération, soit d'un côté ou de l'autre, et qu'il ou elle va en tenir compte dans son évaluation du préavis. Je pourrais vous donner un exemple. C'est bon, j'ai Une décision de la Cour d'appel où, effectivement, du Québec, où on a tenu compte là, du caractère, comment dire, odieux des circonstances, et on sent que le tribunal, en accordant 18 mois, ce qui est beaucoup compte tenu de la durée relative, mais évidemment qui tenait compte de l'importance du poste en question, mais compte tenu des circonstances qui étaient véritablement odieuses, de la fin d'emploi, on sent que la Cour a appuyé sur le crayon plus longtemps. Alors, évidemment, ça, c'est une dimension qui est difficile à mesurer. Et enfin, sur votre dernier point, sur l'aspect négociation, vous avez raison de dire que c'est délicat et finalement comment on peut y arriver. Parce qu'une donnée qui est fondamentale en matière entre autres, de préavis en matière de fin d'emploi, c'est nécessairement le rapport de force, vous savez, qui lui est intangible, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on sent lorsqu'on est. Vous savez, moi j'en ai fait là, quand j'étais jeune avocat de ce type de situation-là, où effectivement je représentais l'employeur et où nous avions effectivement des séries de données et où, comme vous dites, la partie de l'autre côté ne l'a pas nécessairement, n'a pas toutes ces données. Et effectivement, le rapport de force qui soit d'abord fondamental au niveau théorique, la connaissance, et là, c'est là que vos outils peuvent être utiles pour effectivement permettre, au-delà de tous les autres mécanismes qui existent maintenant d'aide juridique ou autre, de consultation juridique qu'il peut avoir, mais qui permettent effectivement de peut-être mieux voir, mais il n'y en a pas moins qu'il y a toujours ce rapport de force. Mais je trouve que votre travail est sûrement utile. Est-ce que vous allez envisager quand même, parce que là je comprends que le Québec n'est pas nécessairement visé comme tel, ou pas du tout, ou en partie? Non, il est visé en partie. On s'est concentré principalement d'abord sur l'Ontario, et c'est l'étape numéro 2. Là, on est en phase d'annotation du Québec. Mais c'est intéressant, là. Si vous, à moins que vous ayez d'autres commentaires, je peux répondre. Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous avez dit sur les arrêts, en fait, surprenants, en fait, ce que nous, on appelle les outliers. Et en fait, c'est 126 arrêts. On est rentré, on a regardé les arrêts dans le détail. Alors, on a écrit un papier dessus, je pourrais vous les envoyer. Et il y a toujours des explications un peu intéressantes, genre inducement, est-ce que l'un a été incité? Mais ce qu'il y a de... Et voilà, en fait, c'est là où ce que vous expliquez, c'est ce à quoi vous référez quand vous parlez du caractère subjectif. Ce qui est important, mais en même temps, ce qui est dommage, c'est la façon dont les juges appliquent ces critères, elle n'est pas cohérente, elle n'est pas constante. Voilà, le problème, quand un juge va prendre en considération, voilà, il a travaillé 3 ans, il a 30 ans, on va lui rajouter 18 mois, mais un employé dans une situation exactement identique va prendre 9 mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même traitement devant la justice. Et c'est la justice canadienne. Donc là, pour moi, il y a un petit malaise à ce niveau-là, parce que c'est 2 employés qui devraient être traités de la même manière. Mais non, et ça c'est vrai qu'on ressort. Par exemple, l'âge, par contre, on voit que dans l'âge, on dit enfin moi, j'enseigne aussi le droit du travail, et ce que je disais jusqu'à en fait ces résultats. Si un employé est plus âgé, il a systématiquement une période de préavis. Et on a trouvé que c'est vrai pour les 30-40 ans, mais entre 30-40 ans comparé à 40-50 ans, c'est absolument faux. Ça n'existe pas. Il y a plein d'employés qui sont dans des situations identiques à des employés bien plus âgés et qui obtiennent des préavis plus importants. Donc là, en fait, ce qui est totalement acceptable, et là, en fait, c'est là où je reviens à la limite de nos prédictions. Et c'est intéressant, en fait, je pense que c'est une nouvelle... Je pense que c'est un nouveau volet de recherche pour les chercheurs qui sont intéressés dans l'application des outils technologiques. C'est que ces outils sont utiles, mais on leur limite sur certaines questions. Alors, par exemple, sur la question du statut du travailleur, on obtient des résultats qui sont absolument incroyables. 92%. Et pourquoi? Parce que c'est peut-être aussi une question binaire. Oui, non. Là, on essaye de prédire une valeur. En matière de droit des marques, on a des résultats qui sont incroyables. Parce que l'Office des marques à Alicante, en Europe, c'est des spécialistes du droit des marques et ils ont un modèle mathématique pour déterminer qu'est-ce qu'un risque de similarité. Donc là, en fait, vraiment, je trouve que c'est une étape pour moi supplémentaire dans ce milieu de recherche en fait, qui est grandi à pleine vitesse, c'est de comprendre en fait, que sur certaines questions, il y a des vraies limites. Voilà, je ne sais pas si...
Elle dit. Mon ancien professeur, Nado, ça fait tant longtemps, quelques années, parce que moi aussi, je suis dans les relations de travail, je conduis des histoires à la Commission des relations de travail au fédéral. J'ai travaillé dans 5 tribunaux fédéraux, donc c'est sûr que ces questions-là se posent. Des relations de travail depuis tellement longtemps. Donc, je vais un peu prendre les mêmes points de Nado, parce que la question du préavis, quand vous avez présenté ça, vous avez mentionné, à savoir le niveau de cohérence acceptable, vous avez parlé aussi d'un premier facteur qui est comme prédominant, puis ensuite, il y en a parce que la jurisprudence sont traités comme un tout. Puis, sans intelligence artificielle, on a vécu ça dans la jurisprudence, où on avait des critères qui étaient, dans un autre contexte de prolongation du délai, plusieurs critères étaient tenus compte par le décideur. Puis, il y a eu un décideur à un moment donné qui a pris une tangente d'avoir un seul critère qui était prédominant. Et ça devient un peu comme un facteur prima facie, qui n'est pas la jurisprudence. Donc, moi, ça me préoccupe aussi de voir que l'algorithme, la façon que vous le faites, qu'il passe ce biais qui s'installe d'un facteur prima facie dans un contexte de préavis. Alors, je veux tout souhaiter votre attention parce que nous autres, on a dû faire un virage dans la jurisprudence pour revenir à l'ancienne jurisprudence où on avait plusieurs critères plutôt qu'un facteur prédominant. Alors ça, c'est un premier point que je vais mentionner. Puis ça touche aussi, je l'ai dit autrement, la discrétion d'un décideur. Ça, chez nous, c'est sûr qu'un tribunal nerveux dans sa discrétion, c'est très délicat et ça peut être un argument éventuellement de contrôle judiciaire d'ailleurs s'il n'exerce pas sa discrétion ou ne fait pas sa juridiction, etc. Puis je suis allée à la conférence internationale cet été à Montréal, puis j'ai posé la question à plusieurs professeurs, je leur ai dit, comment est-ce qu'on peut coder loi, règlement, jurisprudence, tout en maintenant la discrétion d'un décideur. Puis c'est ça, quand on parle de flexibilité, moi j'ai beaucoup de préoccupation parce que je vois dans la jurisprudence que parfois, on le voit juste avec la formule RAN, c'est à travers la dissidence que la formule RAN est arrivée. Et ça, c'est des juges, des décideurs qui disent à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'on aurait continué ce courant jurisprudentiel. Comment qu'on peut c'est intéressant ce que vous dites, en arriver à maintenir cette discrétion-là d'être en dissidence. La même chose avec la jurisprudence au niveau de la charte, le droit de négocier qui n'incluait pas le droit de grève, qui a changé aussi à travers les années. Donc, ça, c'est intéressant. Si je réponds ou je dois... C'est vraiment un élément intéressant que vous soulevez parce qu'en droit des marques, on a été soumis à cette question. Et avant de rejoindre Queen, j'étais référendaire à la Cour européenne de justice. Je faisais un petit peu de droit des marques et on avait tous débat en fait sur ce qu'on appelait l'incohérence fortuite et l'incohérence intentionnelle, que vous appelez vous la dissidence. Et en fait, c'est ça. En fait, quand on voit des outliers, il faut faire très attention si ces outliers en fait sont des erreurs ou c'est des dissidences que vous appelez des dissidents. Nous on appelle ça des incohérences volontaires du juge du fond, pour en fait influencer la jurisprudence. Par exemple, voilà, au sein de la Cour européenne de justice, il y a une tension en ce moment sur la notion en droit des marques, sur une notion, et il y a en fait des courants jurisprudentiels dissidents qui sont en train de se créer au sein de la Cour. Mais là, après, c'est important, parce que les machines ne sont pas intelligentes pour reconnaître ce genre de choses. Donc, quand on fait... par contre, elles sont très fortes pour faire sortir des outliers. Donc, après, c'est à nous de regarder dans les détails le texte et la logique de la jurisprudence. Est-ce que c'est une dissidence ou est-ce que c'est une déviation? Oui, ça va, mais après ça, quand l'algorithme, une fois que c'est installé, si on veut éventuellement encore partir des distances ou changer le courant du droit qui souvent est en retard sur la société, si les choses sont installées dans une machine, comment est-ce qu'on peut avoir des mesures de sauvegarde pour s'assurer que cette discrétion-là est toujours possible, puis c'est pas la machine qui décide? Ah oui, d'accord. Là, on part dans l'idée si c'était la machine qui décidait. D'accord. Non. Moi, je suis pas un avocat. Enfin, je pousse pas pour ça. C'est pas mon argument là. Non. Juste ça. Après, il y a des moyens évidemment d'ajuster l'algorithme. Oui, bien sûr. Après, aujourd'hui, elle est aussi capable d'apprendre toute seule les ajustements, enfin les dissidences si elles sont pertinentes. Mais ça serait la réponse à votre question. Et donc, vice-versa, l'algorithme pourrait s'en prendre une tangente.
Comme on sait que le jeu clos. Oui, c'est ce que je voulais. Une façon de jouer. Elle pourrait, oui, bien sûr, elle pourrait. Elle pourrait créer. Elle pourrait penser à une solution auquel on n'a pas réfléchi, enfin, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, pour avoir travaillé à l'agence de fonction publique pendant des années, pendant 10 ans, j'ai négocié des ententes et ça ne se faisait pas nécessairement dans les bureaux d'avocats. Les bureaux d'avocats qui étaient faits à faire, est-ce qu'ils sont employeurs et syndicats? Très compliqué. Il y aura un biais, évidemment. Ça c'est un élément, complètement. Si vous êtes intéressé à partager les aucun souci, quoi. Non, mais c'est une critique totalement justifiée. Enfin, là, le problème, c'est que les cabinets avocats qui ont en fait des données suffisamment importantes, c'est souvent des cabinets qui sont probablement plus employeurs, donc il y aura un biais plus management. Et donc, c'est d'où la raison en fait de créer un tribunal digital et par la voie d'une institution publique qui aurait accès aux offres de négociation des deux côtés. Et l'idée, en fait, c'est justement pour rester à distance le plus loin possible d'un biais. Évidemment, le biais existera toujours dans la façon dont on annote les données, etc. Mais l'idée, en fait, c'est de le minimiser au maximum. Mais c'est un point totalement justifié. Enfin. Ah oui, complètement. Parce qu'on veut se fier sur des gestions. Complètement. Non, bien sûr. Ouais. Absolument d'accord avec vous. Oui, j'avais une petite question. Fait que, d'après ce que je comprends, on peut analyser si vraiment dans la jurisprudence on tient compte de tous ces différents facteurs, ou est-ce que c'est un facteur primordial qui va vraiment guider la décision des juges? Est-ce qu'il se peut que bientôt ce processus est un peu inversé, fait qu'on sait, selon des études, on sait que voici un des caractères primordiaux, fait que la jurisprudence va développer dans ce sens, puis dire les études démontrent X, fait que la règle devrait appliquer en fonction de X. Est-ce que vous me suivez? Tu veux dire que est-ce que des recherches empiriques vont déterminer comme un nouveau courant? Ça va cristalliser le statu quo, en fait, ce que tu as. Alors, d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que c'est ce qui s'est passé, en fait, ce que mon collègue travailliste évoquait sur la loi québécoise, est-ce que cette loi, elle a été écrite en sachant, en connaissance du problème, parce qu'elle a été écrite en 79, Bardal c'est 67, il y a eu 10 ans d'écart, on s'est dit, bon, et c'est vrai que dans les traditions peut-être civilistes, c'est ce qui se passe, par exemple, dans tous les cas, en droit de l'Union européenne, quand la Cour prend une décision X et qu'elle a ou soit elle est une dissidence, soit c'est un nouveau courant, la réglementation, elle est là pour soit cristalliser. Mais là, le risque, en fait, auquel tu fais référence, c'est que c'est la machine qui risque de cristalliser le statu quo. Et c'est totalement une possibilité. Et c'est un vrai risque auquel... surtout si, en fait, la loi, la norme est injuste, c'est assez... Mais alors, c'est une vérité, ce que tu évoques. Mais en même temps, aujourd'hui, contrairement aux résultats sans ces outils, on n'était pas au courant. Au moins, aujourd'hui, on est au courant. C'est-à-dire qu'au moins, on peut le savoir, on peut écrire dessus. Et après, c'est à la discrétion du juge de continuer dans cette tendance unfair, injuste. Mais non, mais c'est vrai que c'est totalement une possibilité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce qui se passe. Parce que quand on regarde le dataset en droit du travail sur cette question, souvent, si on réfléchit, moi, je m'attendais à trouver au moins en common law 10 000 jugements. On a trouvé 1400 jugements utilisables, ce qui est quand même très, très peu. Et ça veut dire, en fait, il y a beaucoup plus, enfin, il y a des licenciements, il y en a peut-être une trentaine par jour. Donc, où sont tous les autres licenciements? Donc là, en fait, déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que les avocats à l'heure actuelle et les employés se réfèrent à des jugements qui sont des anomalies et qu'en fait, qui concernent aussi peut-être des situations où des employés, des justiciables qui sont dans une situation totalement inconventionnelle, soit des gens qui ont des moyens financiers importants. Déjà, par exemple, sur le dataset, on voit que 70% du dataset est constitué de managers. Bah, évidemment. Donc, ça veut dire qu'après,
Donc, alors que si on avait accès à des données de négociation, et par exemple à des données de négociation, en fait, on permettrait à des employés qui sont dans une situation défavorable de savoir en fait ce qui a été obtenu par un employé dans une situation défavorable dans une situation similaire. Et donc là, en fait, on leur permettrait en fait de faire un nouvel leverage sur, d'obtenir des nouveaux résultats auxquels qu'on n'a jamais obtenu auparavant. Dites-moi. Comment est-ce que vous intégrez les difficultés liées à la qualité des données, des jeux de données, aux quantités de données? Effectivement, ça vient amplement minorer l'impact des résultats, voilà, complètement. De fait, et on ne peut rien parce qu'effectivement, on n'a pas accès à tout. Donc, comment est-ce que vous finalement nuancez ces résultats? Est-ce que c'est un argument, ça pourrait être un argument pour appeler à plus d'open data? C'est exactement l'argument que vous contribuez à mon argument. Non, mais c'est totalement, c'est un vrai problème parce que après on écrit sur ce problème. Voilà, le problème que Thierry vient d'évoquer, c'est un vrai problème. La cristallisation de la jurisprudence, le fait qu'en fait la jurisprudence en soi, est-ce qu'elle constitue une anomalie parce que on a des justiciables qui sont souvent dans des situations précaires et qui n'ont peut-être pas en fait les moyens d'aller au procès. Donc en fait, ceux qui sont retenus, qui ressortent en fait dans la jurisprudence, et souvent après ceux qui vont carrément jusqu'en cour d'appel, eux c'est peut-être des employés qui sont dans des situations assez inconventionnelles. Est-ce qu'on a vraiment envie de baser, est-ce qu'on a envie que ce soit l'ancrage, le point d'ancrage pour une future négociation pour l'employé? Dis-moi. C'est juste pour ajouter aux points qui ont été déjà soulevés, surtout portant sur la discrétion. Tu sais, je pense de façon plus philosophique à ces questions qui ont dit, mais il y a quelque chose de particulier lorsque c'est un ordinateur, une machine qui fait une certaine ces décisions. Et je me demande, est-ce que ça nous mène à une espèce de droit d'être jugé par un humain? Ou d'avoir un droit fondamental qu'on soit jugé par un humain qui est capable, dans le fond, de tenir en compte les idées de la discussion. Ou même, en allant plus loin, comme il était mentionné tantôt aussi, l'idée qu'avec de l'expérience humaine, on est capable de voir des situations odieuses. On est capable de voir un peu plus ces inégalités de pouvoir. Des choses que j'imagine les machines, c'est pas mon domaine, mais sont peut-être moins capables de saisir. Fait, je me demande si, est-ce que c'est vers cette voie que ça nous amène, vers un droit d'être jugé par un humain, un nouveau droit fondamental auquel on aura droit. Et il y a des éléments de réponse en droit européen, dans le règlement général de protection des données personnelles. Il y a un article 22 sur ça, sur le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée, de ne pas suivre une décision prise exclusivement. L'aide à la décision, c'est possible, mais la décision automatisée, ce ne serait pas possible si la décision est négative. Donc, il faut savoir si c'est négatif ou pas. Et parmi les garanties, effectivement, il y a le droit d'obtenir une intervention humaine. Donc, effectivement, c'est partie des droits, des arguments qui sont mis en avant. C'est vraiment merveilleux qu'on ait ça au Canada parce que ce n'est pas le cas en ce moment. Il y a une politique actuellement au fédéral sur les décisions automatisées. Je sais qu'en matière d'immigration, pour les visas, il y a l'intelligence artificielle qui prend la décision. Et si c'est un visa qui est accordé, il n'y a personne qui devrait dire si c'est refusé, c'est un électronique. Mais ça, c'est des projets pilotes, j'ai pas de détails. Je voudrais dire que si la décision est défavorable, il y a quand même un niveau. Mais en Estonie, ça se fait, là, les petites créances. C'est une machine qui prend les décisions. Ça dépend de. Je pense que ça dépend du système juridique, ça dépend, parce qu'en Europe, on est beaucoup plus axé sur la vie privée, je dirais les droits des gens au niveau de l'être humain, c'est un peu différent, on est peut-être moins là, mais ça se passe en ce moment-là, que déjà les décisions sont faites de façon automatique. Je ne sais pas qui répond. Je sais qu'il y a la fonction. Il n'y a pas de projet de loi au Canada. Je pensais qu'il y avait un projet de loi au Canada. C'est qui est en charge, le secrétariat du Trésor français, Conseil du Trésor, qui est en charge de ça. Puis ils sont en train de faire plusieurs études de l'école de la fonction publique aussi. Et dans le cadre de la réforme de la LPRP2, la loi sur la vie privée, puis de la loi sur la vie privée dans le secteur public, il y a eu pas mal de discussions pour intégrer ce type de protection.
aussi cette fameuse charte numérique. Je peux vous rassurer que cette directive-là sur les décisions automatisées s'applique à certaines institutions gouvernementales qui excluent les féministes. Donc, OK. La politique du gouvernement fédéral, c'est vraiment des ministères. Okay. La communication tombe sous un ministère. Les tribunaux, on n'a pas Okay. impliqué, notamment en général. J'aurais une question par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est pertinent et ce n'est pas mon domaine du tout. Mais je me demande, du point de vue du chercheur, du point de vue... pourquoi on utiliserait ce type de science des données? Est-ce que c'est quoi le pourquoi, en fait? Est-ce qu'on veut mieux décrire? Est-ce qu'on veut redresser des tendances lourdes qui seraient injustes? Et qu'est-ce qu'on perd? Si on se retrouve avec des algorithmes qui deviennent la place où s'établit la norme, est-ce qu'on perd plus qu'on gagne? Et quelle est en fait la réaction de la communauté judiciaire à ces outils? Est-ce qu'ils sont ouverts ou fermés étant donné les dangers à l'égard de l'indépendance et de la discrétion? Alors ça c'est une question... Je pense qu'au niveau de la réaction du système judiciaire, c'est assez partagé. En tous les cas, alors d'abord, je vais répondre à la première question, le pourquoi. C'est juste mon expérience personnelle. Donc quand j'étais à la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui me perturbait le plus, c'était les précédents, les dissidences jurisprudentielles. Je trouvais ça très difficile dans la rédaction d'un jugement, de ne pas être capable en fait de savoir pourquoi on a deux tendances jurisprudence au sein d'une même juridiction. Là, on n'est pas en train de parler de incohérence jurisprudentielle au sein d'un système juridique, au sein de la même juridiction. Il y avait des tendances indépendantistes entre les champs, mais je trouve ça... Et le problème après... Et la deuxième question, c'est que donc, la tendance dans laquelle je faisais partie, on mettait en avant cet argument, mais c'était totalement intuitif, parce qu'on n'a pas de données. Là. Donc là, aujourd'hui, grâce à des outils de ce genre, on peut dire qu'il y a un vrai souci de cohérence. Là, par exemple, en droit du travail, ce n'est pas le cas. Mais après, pour moi, peut-être que c'est une préférence personnelle. La cohérence de la jurisprudence, c'est extrêmement important, parce que c'est important pour la prévisibilité de la justice, que deux justiciables dans une situation identique doivent être capables d'obtenir un résultat identique. Maintenant, après, je suis sûr que pour certaines personnes, pour d'autres juristes, la réponse à votre question du pourquoi, elle sera différente. Moi je pense que la raison principale, c'est pas nécessairement... Il y a un volet aide à la décision, important, de savoir en fait plus précisément ce qui a été fait. Ça, c'est, je pense, pour les praticiens, le pourquoi aussi, c'est on est confronté à un temps de recherche, à un coût de la recherche qui est assez considérable. On n'est plus dans les années 80 où sur une question précise, on avait 5 jurisprudences, sur ce jour-là, on en a 40. Est-ce que j'ai vraiment le temps? Je trouve ça intéressant. Là, en droit des assurances, on a mis en place un système pour le calcul des dommages non pécuniaires, un système qui identifie les 3 arrêts les plus proches de la situation hypothétique qui est soumise à la machine. Donc pour moi, c'est intéressant, ça coupe le coût de la recherche et le temps de la recherche, ce qui est terrible pour les cabinets d'avocats, puisque ça veut dire moins d'heures de travail pour eux, mais ça permet en fait de faire sortir les décisions qui sont les plus pertinentes. Donc ça, ce serait vraiment la deuxième raison. Par contre, sur la réaction du système judiciaire, en tous les cas, la réaction de mes collègues de la Cour européenne de justice est très partagée. Pour certains, certains le voient comme une menace, d'autres le voient en fait comme un outil qui va leur permettre d'être des meilleurs juges. Donc ça, après, mais je pense qu'évidemment, ça sera encore une réponse totalement personnelle en fonction du juge. Dis-moi. Je reviendrai sur la sécurité juridique. Vous l'avez énoncé à quelques reprises. Et j'ai dirigé déjà une thèse doctorale d'un étudiant français. Là, vous êtes français, j'imagine? Je suis né en France, oui. Voilà. Et c'est pas un reproche, au contraire. Non, mais c'est un sujet, et je travaille au Conseil d'État qui est obsédé par la sécurité juridique. Voilà, donc voilà. c'est... Et c'était aussi une de ses préoccupations de la thèse. Et je me suis aperçu qu'à cet égard, il y a une distinction entre nos deux systèmes. Complètement. C'est-à-dire qu'ici, dans le système principalement de common law, évidemment au Canada, mais qui influence quand même, à tout le moins, sur cette question-là, préavis, en la lecture de la jurisprudence, parce que les juges, même étant
en droit civil l'interprètent d'une façon qui ressemble beaucoup à une approche de common law, en allant chercher du précédent, en faisant des distinguos, etc. C'est, je pense, une préoccupation. C'est-à-dire que, vous savez, vous l'avez constaté, ici au Canada, la sécurité juridique est un objectif, mais il n'est pas toujours l'objectif central. C'est-à-dire, vous l'avez vu en droit administratif, par exemple, la Cour suprême, déjà, depuis 40 ans, va établir qu'on accepte l'idée qu'il y a plusieurs solutions à ce problème, qu'il y a plusieurs possibilités et que la multiplicité des solutions raisonnables peut être acceptée et même donc confirmée, ce qui évidemment est inacceptable pour un administratif français. Surtout pour encore dans le système judiciaire, ça va, ça sera acceptable, mais un administratif français, ça aurait une crise cardiaque. Là. Et je pense que ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les tribunaux, dans l'appréciation, et je suis d'avis que, au moins s'il y a des organismes administratifs qui acceptent, qui sont forcés de renoncer à l'adjudication en la laissant dans des ordinateurs, c'est pas demain la veille, d'après moi, qu'on va voir ça au niveau des tribunaux supérieurs. Vous savez même, vous avez vu la semaine passée, la Cour supérieure a attaqué la Cour du Québec, au Québec, pour être en mesure de gagner un petit peu de $1000 de compétences que la loi du Québec leur avait enlevé. Donc, je pense que les juges sont conscients qu'ils doivent demeurer en place, pas prêts de se faire remplacer par des machines. Ceci dit, moi, ce qui me semble qui est important, et vous l'avez dit à la fin de la réponse que vous venez de donner, c'est que les outils que vous avez développés sont quand même des outils qui sont intéressants, mais qui doivent être évidemment pris dans leur contexte et qui doivent tenir compte. Et là, ça, c'est les bémols peut-être, ou les indications que vos textes ou éventuellement vos études doivent faire, c'est que il faut tenir compte des particularités. Les particularités ne sont peut-être pas des particularités dissonantes, mais au contraire des expressions comme des expressions, là, effectivement, de dissidence. Je termine avec la dissidence, vous savez, moi j'estime que la dissidence dans notre système, c'est simple. Si Mme la juge Suzanne Côté vous écoute, là, elle va vous dire que, effectivement, elle y croit beaucoup parce qu'elle exprime ce droit à la dissidence dans ses opinions. Mme Leroux-Dubé l'a fait à de nombreuses reprises. Si on constate, le juge Dixon, vous avez référé tout à l'heure, justement, au droit de grève, au droit d'association. Vous savez, le juge Dixon, le juge Wilson, en 1987, avait dit que ces droits-là sont inclus, et ça a pris 20 ans plus tard pour que la Cour, effectivement, adhère à leur dissidence. Donc, c'est un acquis dans notre système. Ce n'est pas quelque chose qui doit être condamné, ça surprend, mais effectivement, c'est l'expression de d'autres façons de voir les problèmes qui, quelquefois, pas toujours, peuvent, au fil des années, effectivement, susciter des adhésions, des façons différentes de voir les choses. Mais le modèle que vous développez, en tout cas c'est ce que je vais dire à mes étudiants dans la peine, le modèle est extrêmement intéressant parce que c'est effectivement, sinon, la croix et la bannière que de se retrouver à travers, c'est ce que je leur dis toujours, à travers un amoncellement de décisions, puis de faire le travail que finalement les algorithmes peuvent faire de façon beaucoup plus rapide et quand même qui indique les tendances. C'est ça, j'en remercie. C'est moi qui vous remercie. Je suis d'accord, vous avez un point de vue des tribunaux pour les ressources, parce qu'il y a pas plus d'êtres humains. Non, c'est ça, quoi. Il y a plus de décisions, donc c'est sûr que c'est comme ça. Surtout que c'est une nouvelle variable. Enfin, il y a 20 ans, on n'avait pas autant de décisions juridiques, enfin de décisions qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà. Oui. Alors, finalement, les données sont plus un regard sur ce qui s'est passé, ce qui existe en ce moment, qu'un regard sur là où on voudrait être. Là, avec possibilité de dissidence raisonnée. Ou quelle autre situation qui pourrait émerger même de cette fameuse intelligence artificielle. Oui, c'est vrai que... Mais après, si je ne me trompe pas, c'est la façon dont la science juridique fonctionne. On prend des décisions basées sur les précédents. Donc, on peut faire des prédictions seulement sur ce qui a été fait. Après, s'il y a des tendances de politique publique
avec des nouvelles directions qui souhaitent être prises par la jurisprudence, on peut évidemment les intégrer dans la façon dont on met en place nos prédictions. Mais la prédiction, je ne peux pas nier votre argument que oui, c'est basé sur les précédents, sur l'histoire de données, quoi. Oui, mais lorsqu'on regarde un précédent, qui ne fait pas notre affaire, on a la possibilité de le distinguer par les faits, par... C'est ça, oui. Mais les petits points, les dessins... Ah ben ça, tout l'objet de la data science, c'est justement de distinguer le bon précédent grâce aux variables de la situation hypothétique qui va permettre au modèle de retrouver la situation la plus similaire, le précédent le plus proche de la situation hypothétique qui est soumise au système. Il n'a pas l'air convaincu. Lorsque vous alliez dans le deep learning, il y avait les petites cases où l'individu a perdu son emploi suite à un regroupement d'industrie. Là, il y avait la petite case unknown. NK. Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Non, c'était vers la fin, ça. Vers la fin? Ça? Non? Quand vous aviez la phrase là, de l'algorithme, je crois, les mots-clés, un après l'autre, là. Plus loin. Ah, vous voulez dire celle-là? Non. En tout cas, c'est correct. Ça, non. Désolé, je vois pas en fait à quoi vous faites référence. Ça, non. Ouais, voilà. Voilà. Ah, voilà ça. Alors ça, c'est un système différent. Alors ça, c'est pas... Alors, là, on a mis... Alors, ce qui rentre dans cette boîte-là, c'est un peu différent. J'en ai pas parlé. C'est dans le cadre de ce projet de recherche. On a intégré une masse considérable de texte. Et on voulait en fait savoir si la machine était capable de retrouver les variables jurisprudentielles sans l'avoir, sans qu'on on ait indiqué ces variables comme étant importantes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, voilà, marketing, c'est très foncé. Donc c'est par exemple, l'emploi, l'industrie, c'est un élément important. Donc là, apparemment, le genre, c'est important. Donc là, c'est une erreur, visiblement, puisqu'on en a retrouvé. L'âge, donc le chiffre 8. Donc là, elle a retrouvé, là, c'était juste un système, c'était une note recherche qui nous permet de savoir si la machine était capable de retrouver les critères jurisprudentiels toute seule. Ok, ça c'est pour les cases noires. Ouais. Là, il y a différents gris. Bon, les différents gris, donc ça, les différents gris, ceux qui sont clairs, c'est des variables qui sont considérées par la machine comme n'étant pas très importantes. Ça s'appelle un heat map, un attention model. C'est-à-dire que la machine est capable de retrouver des variables comme étant les variables les plus importantes. Mais là, c'est pas une prédiction, là. Elle prend le texte, elle ressort en fait du texte. En fait, on voulait déterminer s'il y avait des variables qu'on avait ignorées. Et voir en fait si la machine était capable, un peu ce qu'elle expliquait avec Go, en fait si elle avait trouvé que la jurisprudence ferait ressortir des variables qui étaient importantes. Par exemple, la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'était un élément important dans les années 80. Et là, c'est intéressant. On a fait juste un arrêt sur image sur 10 ans et la machine a ressorti que la mauvaise foi, c'était important, mais ça l'est moins aujourd'hui. C'est juste pour en fait vérifier si notre recherche, si on s'était attaché aux variables, les variables pertinentes. Donc, plus c'est foncé, plus c'est important. Plus c'est important, ouais. Bon, et la case du gris moyen, UNK, qu'est-ce qui va dans cette case? C'est des chiffres, c'est des termes qui ne sont pas importants, qui ne sont pas pertinents, quoi. Des termes qui reviennent souvent, mais qui n'ont aucune pertinence. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Alors, merci beaucoup. Merci à vous.